Ce que je vais vous raconter pourrait bien changer votre façon de voir les relations familiales. Mon nom, c'est Élie. Élie Dubois. J'ai 34 ans. Et pendant des années, j'ai été l'homme invisible de ma propre famille, jusqu'au soir où j'ai dit non. Un simple mot qui a tout fait exploser. Vous savez, on dit souvent que l'argent révèle le vrai visage des gens. Moi, je peux vous dire que c'est vrai, surtout quand l'addition arrive à 3 200 € et que vous réalisez soudain que vous êtes assis à côté d'une poubelle. Mais commençons par le début. Je suppose qu'on pourrait dire que j'ai toujours été le frère responsable. Pas le préféré, non. Pas le rebelle, non plus. Certainement pas l'enfant prodige. Juste celui qui arrivait à l'heure, payait de ses factures et se souvenait des anniversaires de tout le monde. Le genre de type sur qui on peut compter. Enfin, c'est ce que je croyais. Je travaille dans la finance ici à Paris. Un boulot stable, un appartement correct dans le 11e arrondissement, une vie tranquille. Pas de quoi faire la une des journaux, mais ça me va. Ma famille, elle, c'est une autre histoire. Les Dubois, on est le genre de famille qui fait beaucoup de bruit, toujours en représentation. Très doué pour prétendre que tout va parfaitement bien, tout en balayant les vrais problèmes sous le tapis familial. Moi, j'ai toujours été un peu à côté. Impliqué, mais jamais vraiment intégré. Vous voyez le genre, on vous invite au mariage, mais on ne vous demande jamais d'être sur les photos. On compte sur vous pour dépanner, mais on ne vous demande jamais votre avis. Mon frère Maxime, lui, c'était la star de la famille. 3 ans de moins que moi, mais 10 fois plus charismatique. Le genre de mec qui entre dans une pièce et tout le monde se tourne vers lui. Imprudent, certes. Toujours en train de se mettre dans des situations impossibles. Mais il avait ce charme, cette facilité que mes parents adoraient. Quand Maxime a lâché ses études de commerce à HEC, mes parents ont dit « Il a besoin de temps pour se trouver ». Quand il a perdu 2 boulots d'affilée, c'était « Le marché du travail est difficile pour les jeunes ». Et quand il est retourné vivre chez eux à 28 ans, eh bien, c'était « La famille, c'est faite pour s'entraider ». Pendant ce temps-là, moi, j'avais payé mes études toute seule, bossé les week-ends pendant mes années d'école de commerce, gardé le même emploi chez BNP Paribas pendant plus de 10 ans. Et quand papa s'est fait réduire ses heures à l'usine, devinez qui a aidé à payer une partie du crédit de la maison familiale à Vincennes. Mais bon, ça n'avait jamais vraiment d'importance. Du moins, pas assez pour me valoir une place d'honneur dans cette famille. Je me disais que c'était comme ça, que j'étais juste le type fiable, celui sur qui on peut compter sans avoir besoin de le remercier. Les petites piques, elles venaient toujours habillées en plaisanterie. « Élie, tu es si sérieux. Détends-toi un peu, voyons. » Ou encore, « On s'est dit que tu serais occupé. Tu travailles toujours, toi. » Je prenais ça avec le sourire. Je me disais qu'un jour, peut-être, il finirait par me voir vraiment. Pas comme un portefeuille sur pattes, mais comme leur fils, leur frère. Cette illusion a volé en éclats un soir d'automne. L'automne dernier, pour être précis. Tout a commencé par un appel de maman. Françoise Dubois, 62 ans, ancienne institutrice et championne olympique de manipulation émotionnelle, déguisée en gentillesse. Élie. Mon chéri, elle m'a dit de sa voix la plus sucrée, celle qu'elle prend quand elle veut quelque chose. Tu sais que Maxime s'est fiancé avec Camille Moreau. Une fille charmante, il faut l'admettre. 28 ans, travaille dans le marketing famille bourgeoise du 16e arrondissement. Le genre de belle-fille dont rêvent toutes les mères. Maman l'avait déjà surnommée son petit ange. Nous organisons un dîner de fiançailles, a continué maman. Dans un endroit vraiment magnifique. Le ciel de Paris, tu connais. Cette brasserie avec la terrasse panoramique dans le 7e. Ce sera une soirée si spéciale, Élie. Vraiment mémorable. J'ai dit oui, évidemment, sans même réfléchir. C'était mon frère après tout. Et puis maman a ajouté en baissant la voix comme si elle me confiait un secret d'État. Et si ce n'est pas trop te demander, mon chéri, nous espérions que tu pourrais nous aider avec la réservation. Juste pour la garantir, tu comprends? Nous te rembourserons, bien sûr. Bien sûr, nous te rembourserons. La phrase magique de la famille Dubois. Celle qui signifie « Tu ne reverras jamais cet argent, mais on va faire comme si ». Mais j'ai dit oui, comme toujours. J'ai téléphoné au restaurant, réservé un salon privé pour 20 personnes, donné ma carte bancaire pour les âges. 500 € non remboursables.
J'ai même précisé qu'on voulait les arrangements floraux les plus beaux, parce que maman avait insisté. Les fausses fleurs, ça fait cheap sur les photos. Le soir je me suis préparé comme pour un événement important. Costume bleu marine Hugo Boss, chemise blanche fraîchement repassée, bouton de manchette en argent, que je gardais pour les grandes occasions. J'avais acheté une bouteille de Dom Pérignon pour les fiancés. Même fait imprimer une carte avec leurs initiales enlacées. Je suis arrivé à 19 heures précises au ciel de Paris. L'endroit était effectivement magnifique. Vue imprenable sur la tour Eiffel éclairage tamisé ambiance feutrée. L'hôtesse m'a accueilli avec un sourire professionnel et m'a guidé vers le salon privé que j'avais réservé. Et là, je les ai vus. Toute la famille. Papa Bernard dans son costume du dimanche. Maman radieuse dans sa robe neuve. Maxime beau gosse comme toujours, en train de raconter une anecdote qui faisait rire tout le monde. Camille élégante dans sa petite robe noire. La famille Moreau au grand complet. Les amis du couple. Une vingtaine de personnes, toutes un verre à la main, déjà en train de célébrer. Je me suis dirigé vers eux avec mon champagne et ma carte, le sourire aux lèvres. Prêt à partager ce moment de bonheur familial. Enfin, j'allais faire partie de quelque chose d'important. C'est là que Maxime s'est tourné vers moi. Avec ce sourire en coin que je lui connaissais bien. Ce petit air supérieur qu'il avait depuis qu'on était gamin. « Oh tiens, Ellie, il a dit sans même regarder le champagne dans mes mains. Cool que tu aies pu venir. » Et puis, il a pointé du doigt une chaise pliante. Une chaise en plastique blanc du genre qu'on sort pour les barbecues dans le jardin. Placée à l'écart à côté d'une poubelle en inox. Désolé, frangin, a continué Maxime avec une fausse compassion. Cette table, c'est réservé à la famille seulement. Mais on t'a gardé une petite place là-bas. J'ai cru que j'avais mal entendu, que c'était une blague. J'ai regardé maman cherchant dans ses yeux un signe, une explication. Elle m'a fait ce petit sourire crispé qu'elle prend quand elle ne veut pas faire de vagues. Papa a levé son verre en gloussant bêtement. Camille n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Et quelques personnes ont ri. On rit. Je suis resté planté là, mon champagne à la main, ma carte stupide avec les initiales enlacées. Je me sentais redevenir le gamin de 13 ans qu'on avait oublié sur la photo de famille au mariage de tante Sophie. Celui qui dérangeait l'esthétique du groupe. Alors, j'ai marché vers cette chaise. J'ai posé ma bouteille par terre à côté de la poubelle et je me suis assis, sans même enlever mon manteau. Comme un invité de seconde zone dans ma propre famille. Le serveur est passé et m'a demandé si j'étais avec le groupe. J'ai hoché la tête en silence. Il ne m'a rien proposé d'autre qu'un verre d'eau et il est reparti vers la vraie table, la table de famille. Pendant 2 heures, je les ai regardés. Rire, trinquer, s'embrasser. J'ai écouté Maxime faire un discours sur la chance qu'il avait d'être entouré de ses proches les plus chers. J'ai vu maman pleurer de joie quand Camille l'a appelée la meilleure belle-mère du monde. Ils ont ouvert des cadeaux, partagé des anecdotes, commandé du champagne à 300 € la bouteille. Moi, personne ne m'a demandé si j'avais faim. Personne n'a proposé de m'inclure dans les conversations. Au bout d'une demi-heure, c'était comme si j'étais devenu invisible. Un fantôme avec un costume à 1000 € assis à côté des déchets. Et puis est arrivé le dessert. Un gâteau somptueux à plusieurs étages avec des feuilles d'or comestibles. Le genre de pâtisserie qui coûte plus cher que le salaire mensuel d'un stagiaire. Le groupe de jazz a joué une mélodie douce. Le soleil s'est couché derrière la tour Eiffel. Et j'ai réalisé que personne ne m'avait adressé la parole depuis 30 minutes. C'est à ce moment-là que le serveur est arrivé avec l'addition. Un petit classeur en cuir noir qu'il a posé délicatement sur la table principale. Il a jeté un coup d'œil à la carte bancaire enregistrée. La mienne. Et s'est dirigé vers moi. « Excusez-moi, monsieur », a-t-il dit discrètement. Le total pour la soirée s'élève à 3 218 €. Dois-je débiter la même carte? Le silence s'est abattu sur la terrasse comme une chape de plomb. 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Maxime a haussé un sourcil, l'air surpris, comme s'il découvrait soudain que quelqu'un allait devoir payer. « Oh, c'est vrai », a-t-il dit avec désinvolture. Ellie s'en occupe. Et là, quelque chose en moi s'est cassé. Ou plutôt, s'est réparé. J'ai souri. Un sourire calme, mesuré, parfaitement maîtrisé. « Ce n'est pas ma table », j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende.
Le serveur m'a regardé perplexe. Maxime a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Maman fronçait les sourcils comme si elle essayait de résoudre une équation complexe. On m'a dit que cette table était réservée à la famille, seulement j'ai continué en me levant lentement. Moi, je suis à la table d'à côté, celle près de la poubelle. J'ai pris mon manteau, ramassé ma bouteille de champagne intacte. Vous pourriez presque entendre le bruit des mâchoires qui tombent comme on dit. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Le serveur tenait l'addition comme si c'était un objet radioactif. Maxime avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir une gifle avec un poisson. « Attends, » Ellie a dit maman, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais? » J'ai haussé les épaules. « Je suis le plan de table, maman. » Et Maxime a dit que cette table était pour la famille seulement. J'en ai donc déduit que je n'en faisais pas partie. J'ai regardé le serveur droit dans les yeux. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'étais pas le bienvenu. Donc, je ne paierai pas. Arrête tes conneries, a craché Maxime, son charme s'effritant comme un vernis bon marché. C'était juste une blague, mec. Tu prends toujours tout au premier degré? Le restaurant était devenu silencieux. Même le groupe de jazz avait arrêté de jouer. Tous les regards étaient rivés sur nous et pour la première fois de ma vie, je ne me recroquevillais pas sous cette attention. « Ouais, » j'ai dit lentement. « C'est ça le problème. Toi, tu trouves que tout est drôle tant que ça se passe aux dépens de quelqu'un d'autre. » Camille avait l'air perdue, comme si elle réalisait soudain qu'elle assistait à quelque chose de plus profond qu'une simple dispute familiale. Son père, M. Moreau, un homme distingué en blazer marine, regardait Maxime avec une expression qui ne présageait rien de bon. « Vous avez invité cet homme au dîner de fiançailles de votre fils et vous l'avez fait asseoir à côté d'une poubelle ?» a-t-il demandé incrédule. Maxime a ricané et cherché le soutien de maman du regard. Elle s'est redressée sur sa chaise, affichant ce sourire figé qu'elle sort dans les situations de crise. « Ne dramatisons pas, » a-t-elle dit. « Ellie fait toujours des histoires pour rien. Il a toujours été sensible. » J'ai failli éclater de rire. Sensible. Son mot favori. Ellie est juste sensible. Ellie est juste fatiguée. Ellie exagère toujours. N'importe quelle excuse pour éviter d'admettre que quelque chose de cruel venait de se produire. Le serveur s'est raclé la gorge. Pardonnez-moi d'insister, mais le restaurant doit encaisser avant la fermeture du service. Si la carte enregistrée ne sera pas utilisée, il me faut un autre moyen de paiement. Silence radio. J'ai commencé à me diriger vers l'ascenseur. C'est là que papa a enfin ouvert la bouche. « Allez, Ellie, tu as déjà payé la moitié. Autant finir le travail. » Je me suis arrêté net. Cette phrase, cette putain de phrase a fait péter quelque chose en moi. Je me suis retourné. « Tu as raison, papa. J'ai payé les arrêts. » J'ai aussi appelé 3 restaurants pour en trouver un avec une vue panoramique comme Maxime le voulait. J'ai arrangé la date en fonction de son planning de foot amateur. J'ai commandé des arrangements floraux personnalisés parce que maman a dit que les fausses fleurs feraient cheap sur les photos. J'ai fait un pas vers eux, baissant la voix juste assez pour qu'elle porte. J'ai payé 500 € d'arrêt non remboursable sans sourciller. Et je me suis pointé ici seul en costume pour soutenir mon frère. Un autre pas. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Une chaise pliante à côté d'une poubelle et un désolé famille seulement. Je me suis tourné vers Maxime. Alors maintenant tu vas te débrouiller, toi et ta vraie famille. Et je suis parti, sans attendre l'ascenseur. J'ai pris les escaliers, chaque marche résonnant de ma colère et de mon incrédulité, que j'ai enfin eu les couilles de le faire. Dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé comme une claque. J'ai desserré ma cravate et j'ai continué à marcher. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne reviendrais pas en arrière. J'ai pensé que ce serait la fin. Une sortie dramatique, quelques excuses gênées plus tard, peut-être même une tentative maladroite de balayer ça sous le tapis familial. Mais ce que je ne savais pas, c'est à quel point les conséquences de ce moment allaient être profondes. Parce que plus tard cette nuit-là, longtemps après que je sois rentré chez moi encore en costume, tenant toujours cette bouteille de champagne intacte, comme un trophée dérisoire, mon téléphone s'est mis à vibrer. D'abord un texto de Maxime sérieux. « Mec, tu pouvais pas juste payer l'addition et me parler après? »
puis un autre de maman. Tu nous as humiliés devant toute la famille. C'était ça ton but. Te venger, et puis un appel d'un numéro inconnu. C'était Camille. Salut, elle a dit sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Je sais qu'on ne se parle pas beaucoup, mais je peux te poser une question. Vas-y, j'ai dit prudemment. Tu as vraiment payé pour tout? Les arts, les fleurs, tout. J'ai marqué une pause. Ouais, il y a eu un silence à l'autre bout. Puis, ils ont dit à mon père que tu avais proposé, que c'était ton idée. Ça m'a coupé le souffle. Je n'ai jamais proposé, j'ai dit lentement. Ils ont demandé, j'ai dit oui, je ne m'attendais à rien en retour. Mais je ne l'ai certainement pas faite pour me la péter. Camille a soupiré. Mon père est furieux. Il a dit que Maxime et tes parents lui ont fait passer pour un con. Une autre pause. Je n'appelle pas pour prendre parti, a-t-elle ajouté rapidement. Je voulais juste que tu saches. On a raccroché, mais les retombées ne faisaient que commencer. Au cours des jours suivants, les choses ont dégénéré plus vite que je ne l'aurais cru. Et pas du tout comme ma famille s'y attendait probablement. Ça a commencé par le groupe WhatsApp familial. Vous savez, celui qui s'anime habituellement autour des anniversaires et des fêtes avec des gifs de chats et des photos floues de repas dominicaux. Il était resté silencieux depuis le soir du dîner, mais soudain, il a explosé. « Maman, Ellie, il faut qu'on parle. Rappelle-moi quand tu as une minute. » Maxime. « Tu as sérieusement merdé avec la famille Moreau. Tu me dois une solution. » Papa. Ça part en vrille. Il faut juste s'excuser et passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas juste une question de chaise. Ce n'était même pas une question d'addition. C'était l'aboutissement d'années où j'avais été traité comme le contact d'urgence, le chauffeur désigné, le portefeuille de secours. Et maintenant que j'avais enfin dit non, il ne savait plus quoi faire de moi. Ce qui a empiré les choses, ou amélioré selon le point de vue, c'est que le père de Camille n'était apparemment pas du genre à encaisser les humiliations en silence. D'après ce que j'ai appris par Julien, un pote de Maxime qui avait toujours été correct avec moi, M. Moreau avait piqué une crise le lendemain du dîner. Il avait payé les études privées de Camille, l'avait aidé à monter sa boîte de marketing et avait apparemment tout fait pour organiser une saison de fiançailles parfaite. Découvrir que la famille du futur gendre avait menti sur qui payait le lieu traiter leur propre famille comme de la merde et l'avait collé avec la moitié de l'addition après que j'ai refusé de payer le reste, ça ne passait pas. Selon Julien, M. Moreau avait dit quelque chose au brunch du lendemain du genre. S'ils traitent leur propre sang comme ça, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas te marier avec eux? Aïe. Les répercussions ont frappé Maxime comme un train. Soudain, les préparatifs de mariage étaient en pause. Camille était retournée chez elle pour réfléchir. Les tableaux Pinterest avaient disparu. Ma mère, en mode contrôle des dégâts, m'a envoyé un long email. Pas un texto, pas un message vocal, un vrai email. L'objet, s'il te plaît. Le contenu, c'était 5 paragraphes de manipulation émotionnelle enrobés de sucre. Toutes sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, qu'elle ne s'était jamais rendue compte que je me sentais exclu. Et comme ça signifierait beaucoup pour la famille, si j'acceptais juste de m'asseoir avec Maxime et d'arranger les choses. Mais nulle part dans cette lettre, il y avait le mot « désolé ». Juste, on ne s'était pas rendu compte. Tu as mal compris, ne laissons pas une soirée stupide détruire les liens qu'on a construits. J'ai fixé cette dernière phrase longtemps. Quel lien? Celui où je faisais 3 heures de route la veille de Noël pour apporter des cadeaux, parce que maman avait dit que Maxime n'était pas dans le bon état d'esprit pour faire du shopping. Ou peut-être celui où j'avais annulé mon voyage en Espagne il y a 2 ans, parce que papa avait besoin d'une opération et qu'il n'avait pas l'argent pour une aide à domicile. Ou le lien où j'avais co-signé le prêt pour leur 2e voiture sans même qu'on me le demande 2 fois. La même voiture que Maxime avait empruntée et jamais rendue. J'ai laissé l'email dans ma boîte de réception. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, ma tante Isabelle, la sœur de maman, m'a appelé. Ça m'a surpris. Elle n'était pas exactement du genre Colline, mais elle était intelligente. Une femme d'affaires sans détour qui dirigeait sa propre boîte de design d'intérieur et qui avait toujours cet air de jugement à peine contenu. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an.
Ellie, elle, a dit « J'ai entendu parler du dîner ». Bien sûr, j'ai dit essayant de garder le sarcasme hors de ma voix. « Je n'appelle pas pour te gronder », a-t-elle dit rapidement. « Je veux juste dire, il était temps que quelqu'un secoue l'arbre. » Ça m'a pris au dépourvu. Elle a soupiré. « Écoute, je sais comment sont tes parents, toujours à balayer les choses sous le tapis, toujours à prétendre que tout est parfait. Mais ils se sont trop appuyés sur toi trop longtemps. Et Maxime, il s'en est toujours tiré en te traitant comme un personnage secondaire. » J'apprécie ça, j'ai dit doucement. « Mais pourquoi maintenant? » Parce que maintenant, les Moreau sont impliqués, elle a dit, sa voix sèche. Et ta mère panique. Elle m'a appelé hier pour me demander si je voulais bien te faire entendre raison. J'ai haussé un sourcil. « Et qu'est-ce que tu as dit? » Je lui ai dit que tu n'avais pas besoin qu'on te fasse entendre raison. Tu avais besoin d'espace. Et que peut-être il était temps qu'ils apprennent à fonctionner sans t'utiliser comme échafaudage. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un dans ma famille me voyait vraiment. Pas comme un carnet de chèques, pas comme un sac de frappe, juste comme une personne. Plus tard, cette nuit-là, j'ai reçu un autre texto cette fois de Maxime Mec, le père de Camille, vient d'annuler les arrêts du lieu de mariage. Il dit qu'on n'est pas aligné sur les valeurs. Répare ça maintenant. Tu peux m'aider. Pas de « je suis désolé ». Juste répare ça. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait encore que j'étais un outil dans sa boîte à outils, une soupape de pression, un portefeuille avec un battement de cœur. Alors, j'ai décidé de réparer quelque chose enfin, mais pas comme il l'entendait. Cette nuit-là, je me suis connecté au compte joint que j'avais ouvert un an plus tôt, celui que Maxime avait utilisé temporairement quand il était au chômage. Celui qu'il n'avait jamais pris la peine de fermer, mais sur lequel il avait ses abonnements à la salle de sport et Spotify. Et j'ai discrètement transféré les fonds restants vers un nouveau compte d'épargne privée que je venais d'ouvrir. Pas grand-chose, juste quelques milliers d'euros, mais c'était à moi. Des fonds que j'avais laissés intacts par un vague sens de loyauté fraternelle. Puis, j'ai appelé la banque et fermé entièrement la ligne commune. Le lendemain matin, Maxime m'a appelé 4 fois d'affilée. Et quand j'ai enfin décroché sa voix, était frénétique. « Qu'est-ce que tu as fait? »« Je n'ai rien dit. Mec, j'ai un rendez-vous avec Camille ce soir. J'allais l'emmener dans ce resto qu'elle aime et ma carte ne passe plus. Il dit que le compte n'existe plus. Je sais, j'ai dit. Je l'ai fermé. Tu as quoi? Tu peux pas juste... Si, je peux, j'ai dit calmement. Et je l'ai fait? Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille, tu te souviens? On n'utilise pas l'argent de quelqu'un si on ne l'autorise même pas à s'asseoir à table. Il a bégayé pendant 1 seconde, puis a changé de tactique. Allez, mec, fais pas ça. Tu es jaloux. Avoue-le. Tu as toujours détesté que j'ai eu l'attention. Maintenant, tu fais juste une crise parce que le père de Camille a pris mon parti. J'ai ri. Vraiment ri. Oh Maxime, tu crois vraiment qu'il est de ton côté? Il y a eu un silence. Puis j'ai dit, « T'inquiète pas, mec. Tu vas trouver une solution. Tu t'en sors toujours. Peut-être demander à maman d'ouvrir encore une ligne de crédit à ton nom. Ou peut-être que le père de Camille peut t'apprendre à te débrouiller tout seul. » Et j'ai raccroché. Je ne sais pas ce que Maxime a fait après ça, mais quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois pas de lui. C'était un email de Camille. Objet. Je pense qu'on doit parler. J'ai fixé l'email de Camille un moment avant de l'ouvrir. L'objet. Je pense qu'on doit parler ressemblait au prélude à quelque chose de gros, quelque chose dont je n'étais pas entièrement sûr d'être prêt. Mais la curiosité et un étrange sentiment de fermeture m'ont poussé à cliquer. C'était plus long que je ne m'y attendais. Poli mais personnel. Formel, mais imprégné du ton de quelqu'un qui était clairement en train de craquer. Elle a commencé par dire qu'elle comprenait à quel point le dîner avait été gênant et qu'elle ne s'était pas rendue compte de la façon dont j'avais été traité jusqu'à ce que tout s'effondre. Elle a admis qu'elle n'avait pas fait attention. J'étais prise par l'organisation de la soirée parfaite, je n'ai pas pris le temps de voir l'ensemble du tableau, a-t-elle écrit. Mais son père avait été furieux. Furieux non seulement à cause de la tromperie financière, mais à cause du principe. Emma Dow. Il a dit, s'ils peuvent humilier publiquement quelqu'un qui a soutenu financièrement et émotionnellement toute la soirée,
Alors je dois sérieusement reconsidérer dans quelle famille je marie ma fille. Camille n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a dit que Maxime avait d'abord minimisé tout appelant ça un petit malentendu. Mais une fois que son père lui avait montré les captures d'écran de la facture du restaurant, il avait demandé un détail au manager. Les mensonges avaient commencé à se fissurer. Maxime lui avait dit que j'avais insisté pour payer, que je ne voulais pas m'asseoir à la table principale parce que j'étais introverti, que j'étais parti tôt à cause d'une urgence au travail. Mais une fois que j'ai parlé au serveur moi-même, oui, j'ai appelé le restaurant, a-t-elle écrit, l'histoire s'est complètement effondrée, puis est venue la partie à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai rompu les fiançailles hier soir. J'ai cligné des yeux. Elle a expliqué que ce n'était pas seulement le dîner, que toute la situation avait levé le rideau sur des comportements qu'elle avait précédemment excusés. L'arrogance désinvolte, la façon dont Maxime parlait de moi dans mon dos, la façon dont ses préoccupations étaient constamment minimisées. Il n'arrêtait pas de dire que tu exagérais, a-t-elle dit. Mais honnêtement, tu es le seul qui ait réagi avec dignité. Elle a terminé l'email par une courte note. Je n'écris pas ça pour me dresser contre Maxime ou pour t'entraîner dans le drama. Je voulais juste que tu saches que je vois maintenant, et je suis désolé de ne pas avoir vu plus tôt. Je suis resté assis là longtemps à relire, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que je n'avais pas l'habitude qu'on me croie. Les semaines suivantes ont été étrangement calmes. Le groupe de discussion familiale est complètement mort. Maxime a essayé d'appeler 2 fois de plus, mais après que je n'ai pas répondu, il a arrêté. J'ai appris par les ragots qu'il était retourné vivre chez nos parents. Camille avait rendu la bague. Son père avait envoyé un avis d'annulation officiel au lieu de mariage et aux prestataires. Quelques-uns des anciens amis de Maxime avaient complètement disparu. Apparemment, certains d'entre eux profitaient de ses connexions avec les relations de Camille. Je pensais que ce serait tout, que tout allait juste se tasser dans le silence. Puis, un dimanche matin, j'ai eu un coup à ma porte. C'était maman. Elle se tenait sur mon perron dans un long cardigan, tenant un Tupperware de lasagne comme une offrande de paix. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage léger. Je n'ai rien dit. J'ai juste entrouvert la porte et attendu. Je t'ai apporté à dîner, a-t-elle dit. Je n'ai pas tendu la main, je voulais juste parler. Pas d'excuses. Cette partie m'a surpris. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise à ma table de cuisine comme elle le faisait quand j'étais gamin. Même doigts nerveux, même sourire forcé, mais cette fois, pas d'agressivité passive. Pas de « tu es juste fatigué », pas de « il ne le pensait pas méchamment ». Elle s'est éclaircie la gorge. « Je te dois des excuses. » J'ai croisé les bras. « Juste une… » Son visage s'est contracté, mais elle a hoché la tête. « C'est juste. Probablement plus d'une. » Elle a pris une respiration. Je ne l'ai pas vue. Pas parce que ce n'était pas là, mais parce que je ne voulais pas le voir. Maxime a toujours été bruyant. Il prend de la place. Et toi, tu n'as jamais rien demandé. Tu faisais juste. Tu gérais les choses. Tu te présentais. Je suppose qu'on a commencé à te traiter comme un filet de sécurité. Quelque chose qu'on supposait être toujours là. Le truc avec les filets de sécurité, j'ai dit, c'est que les gens ne les regardent que quand ils tombent. Jamais quand ils grimpent. Sa lèvre a tremblé. Elle a regardé ses mains. Ton père et moi, on a eu tort. On a laissé Maxime s'en tirer avec trop. On l'a laissé te traiter comme moins. Je suis resté silencieux. Je sais que je ne peux pas défaire ça. Je sais qu'une lasagne et un pardon ne vont pas réparer des années de déséquilibre. Mais je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Et je suis désolé. Je l'ai regardée un moment. Pour la première fois de ma vie, elle n'esquivait pas ou ne se défilait pas. Elle ne défendait pas Maxime. Elle ne me disait pas de baisser la voix ou de passer à autre chose. Elle était juste là, assise, assumant. J'ai hoché lentement la tête. Merci. On n'a pas parlé longtemps après ça. Elle a laissé les lasagnes. Je l'ai accompagnée à la porte. Elle ne m'a pas demandé de pardonner à Maxime. Elle ne m'a pas demandé de l'appeler. Elle a juste dit « prends soin de toi ». Et elle est repartie. Après ça, les choses ne se sont pas magiquement réparées, mais elles n'ont pas empiré non plus. Mes parents ont commencé à envoyer des messages individuels au lieu de messages de groupe. Respectueux.
Maman m'a invité à Thanksgiving dans quelques mois seulement si tu t'en sens capable, a-t-elle dit. Je n'ai pas encore décidé si j'irai. Maxime, d'après ce que j'entends, est retourné travailler à temps partiel dans une start-up qu'il déteste. Vivant sans loyer, évitant le contact visuel avec les miroirs probablement. Il n'a pas recontacté et ça me va. Quant à moi, j'ai commencé à faire plus de choses avec mon temps. J'ai pris le voyage en Espagne que j'avais reporté. Je me suis acheté un nouveau casque anti-bruit. J'ai lu des livres sur les limites, sur la dynamique familiale, sur la force tranquille. J'ai même commencé à voir un thérapeute. Non pas parce que j'étais cassé, mais parce que j'ai réalisé que la guérison ne vient pas d'attendre que quelqu'un d'autre dise « pardon ». Elle vient quand tu regardes ton propre reflet et que tu dis « tu méritais mieux et tu te l'es donné ». Alors non, je n'ai pas payé l'addition ce soir-là, mais j'ai finalement encaissé des années de dettes silencieuses. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas assis à côté de la poubelle. Je suis à ma propre table. Et cette table, elle n'a qu'une place, la mienne. Parfois, les gens me demandent si je regrette, si j'aurais dû juste payer et régler ça en privé après. Mais vous savez quoi? Il y a des moments dans la vie où vous devez choisir votre dignité plutôt que la paix familiale, où vous devez dire non, même si ça fait trembler tout l'édifice. Ce soir-là, au ciel de Paris, j'ai appris quelque chose d'important. L'argent révèle qui les gens sont vraiment. Mais plus important encore, il révèle qui vous êtes vraiment. Et moi, je ne suis plus le type qui paie pour être ignoré. Je suis Élie Dubois, j'ai 34 ans. Et j'ai enfin appris à dire non.